Aye sitango toyoka kina sango lelo sitango tozela kikozela lelo sitango kitoko oyadani bokombe sitango kitoko yadani bokombe chunanye mama aye toyoka kina sango lelo sitango tozela kikozela lelo sitango kitoko yadani bokombe sitango kitoko yadani bokombe chunanye. Bonjour chers amis internautes de www.infotsunami.net. C'est toujours un grand plaisir de savoir que Bozawana pendant la émission Nabino cours de grand avec moi Jamie Chibangu la maman. Les lots qui tour na café politique qui a peu perdu aux partis à majorité tous qui wana peut assister qui na café politique on est qui organisé na ba membre na ba cadre il y a parti wana to zaki wana pona toyoka li solo il y a dialogue intercongolais comment ça se passe pour to ba ndenge nini bango na peu perdre ba idée na bango na kati ya dialogue ezaki nini li solo na bango na kati ya dialogue ezaki nini apport na bango na kati ya dialogue ezaki nini car ndenge to ba ke biso presse aux alara l'église au milieu du village to zaki wana peut to zodi bino bilili bolanda comment bango ba idée na bango ezaki nini pe évolution na bango parti d'anticipation na bango ezaki ni na kati ya dialogue bolanda ngo na ba image on a proposé bino na infotsunami.net. Je dédie ces images na ba oyangai ba sala émission oyo kende ka liboso quoi. Je remercie comme ça ma copine privée personnelle Anita Queen mère double na Londres. Ba gros bisous na yo na bosanité. Grand frère na ngai moko. Na pese ba mbote belé Jerry Chama la mokonza Milouz. Na pese ba mbota trop. La bosse a été vie nanga, il a bien vu nanga mon vieux propre personnel, le vieux Gauthier Bélé, Bambote Nayo, na bosse a été président d'homme na Lille, Bambote Nayo, l'honorable Jagger Moussé Mambili. Ah, na pesi Bambote Bélé, je te na pesi ba merci, na bosse a été bongo sous soutien, na pesi Bambote Bélé, na patron na nanga, il y a bien la patronne Dani Bokombe Tsunami, moi si à Pembe quoi, na dédié bien ba image oyo. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Et les gars qui n'ont nini, na café politique, on a peu perdu. Voilà. Au sein du Parlement. Mais nous nous sommes rendus compte que si l'on traite cette question conflictuelle au sein du Parlement, ce serait alors qu'il y aurait un face à face entre l'opposition et la majorité. Alors, comme c'est la majorité qui allait imposer ce que à l'opposition. Donc là, ce n'est pas un vrai dialogue. C'est pour ça que nous avons voulu sortir du cadre parlementaire, ouvrir dans un cadre extra-parlementaire et associer la société civile dans une démarche participative. C'est important de le préciser. C'est ça l'idée et c'est aussi les recommandations de la communauté internationale. Alors, dans les ministres des Affaires étrangères, c'est après seulement c'est le chef d'État réel pour le conférence. Et ils vont commencer à discuter sur la base de documents qui ont été préparés à la fois par les experts, mais aussi par le ministre de l'Affaires étrangères. Il en est ainsi pour d'autres conférences, même celles qui sont organisées par les organisations de la société civile, même par les organisations internationales. Alors, et là, nous avions déjà un document pour la préparation de ce dialogue. Mais après le référent, après réputation. De notre point de vue, en tant que majorité, on aurait préféré qu'on choisisse une personnalité qui n'en manque pas dans notre pays, des personnalités de haute facture, et qui ont une grande compétence et de haute moralité, qui auraient pu servir de facilitateur pour garder justement le caractère national du dialogue. Mais malgré tout ça, l'UDPS n'en a pas voulu. Pour l'UDPS, il fallait chercher un facilitateur international. Alors, pour ne pas bloquer les choses, nous avons considéré, on a cédé sur cette question, et finalement, on s'est mis d'accord pour que ce soit les Nations Unies qui a le facilitateur international. Le 28 novembre, quand l'ordonnance a été publiée, il a été prévu dans l'ordonnance, effectivement, qu'en plus des parties prenantes, il y aurait un facilitateur international. Et ce facilitateur international devait être nommé par les Nations Unies. C'est pour ça que le chef de l'État a dépêché le ministre des Affaires étrangères à New York pour que le secrétaire général des Nations Unies, au nom du Conseil de sécurité, désigne un facilitateur. Entre-temps, c'était la première année, il y avait la conférence COP 21 sur l'environnement à Paris. Donc,
l'ordonnance du chef de l'État prévoyait 10 jours après la publication de l'ordonnance, il fallait mettre sur pied un comité préparatoire du dialogue. Malgré ça, ce délai n'a pas pu être tenu parce que la procédure pour désigner le facilitateur était aussi laborieuse. Entre-temps, les Nations Unies et l'Union africaine se sont concertés et dans les relations internationales, actuellement, on préfère, au nom du principe de subsidiarité, que ces genres de questions soient d'abord réglées au niveau de la région avant que les Nations Unies se mettent en jeu. Et les Nations Unies ont envoyé cette question du choix du facilitateur à l'Union africaine, et c'est pour cette raison que la Commission de l'Union africaine a décidé d'être toujours comme étant le facilitateur du dialogue politique national. Aussitôt désigné, il toujours a reçu l'approbation de toute la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi d'autres organisations internationales. Donc, lui-même est tombé malade à une certaine période, donc il a été immobilisé, si bien que la convocation du dialogue international a été rétablie. Quand il a été, après le traitement qu'il a reçu à Paris, maintenant il fallait se mettre au travail pour qu'on convoque le dialogue. Et là, à Paris, nous sommes rendus, les deux délégations conjointes, UDPS et l'unité pénitentiaire, on est allé voir le facilitateur pour lui renouveler notre confiance et puis ensuite lui montrer le point de convergence entre l'UDPS et la majorité pénitentiaire pour la tenue du dialogue. Et là, tout est dans lui. Il fallait maintenant revenir au pays pour convoquer le dialogue. Quand le facilitateur est revenu au pays, il y a eu une délégation de l'UDPS parce que le facilitateur avait demandé à toutes les parties de déposer les listes des délégués à ce dialogue. Toutes les parties maintenant ont déposé. Il s'est posé la question de l'UDPS qui a présenté deux listes contradictoires. La première par un délégué de l'UDPS, puis la seconde par une autre délégué qui est plus contradictoire. La première délégation, donc il y avait deux listes impossibles de partager. En plus, il y a eu aussi beaucoup d'autres problèmes, jusqu'au moment où finalement l'UDPS a récusé le facilitateur. Le facilitateur, il a demandé elle-même. C'est l'UDPS qui a exigé qu'il y ait un facilitateur, jusqu'à accuser le facilitateur d'abélisme. Alors, pour ça, je dois quand même vous faire une remarque pertinente. Pour quel intérêt avait pris le chef de l'État et la majorité présidentielle à acheter le facilitateur? Parce que le rôle que nous avons assigné au facilitateur, c'est lequel? C'est un simple témoin qui prête ses bons offices à ceux qui négocient. Vous l'avez dit tout à l'heure, et ce sont les Congolais eux-mêmes qui discutent de leurs problèmes, en l'absence de tout autre étranger. Et le témoin que nous avons exigé, on aurait voulu que ce soit un témoin national. Eux, ils ont exigé que ce soit un témoin international. Donc, le facilitateur prête simplement des bons offices. Ça veut dire quoi? Le facilitateur, c'est simplement convoquer une réunion. Puis il assiste comme témoin lors des discussions. S'il voit qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, même il y a eu le ton à monter d'un côté et tout, et certaines parties peut-être peut claquer la porte, comme vous avez vu dernièrement là, l'opposition avait claqué la porte à la cité de l'Union africaine. Alors là, le facilitateur s'est mis au travail, va amener autour de la table, en fait, pour continuer à discuter. Là, il va mettre en jeu tout son échange, toute sa sagesse, toute son savoir-faire pour amener les gens autour de la table. C'est tout ce qu'elle fait le facilitateur. Alors, quel intérêt? Et puis, il ne participe pas au débat au fond. Le fond du problème, il n'a aucune manière de faire. Il n'y a que nous-mêmes qui discutons. Alors, on ne va pas l'intérêt, là, c'est pas comme réfléchir. Pour quel intérêt nous allons acheter le facilitateur? Aucun relation. Et puis, ensuite, le dialogue tel que nous voulons, il se passe maintenant, peut-être demain on va clôturer. L'opposition qui participe là-bas, la communauté de la Chine et le dialogue est dirigé par une co-modération. Un représentant de l'opposition et un représentant de la majorité présidentielle et le représentant de la société civile joue le rôle du rapporteur. Et c'est lui-même qui dirige les débats. Et nous discutons entre eux. Donc on n'avait aucun intérêt à acheter le facilitateur. Donc cette raison de récuser le facilitateur pour, sur ce sous-prétexte, il aurait été favorable au plan d'abélisme, n'est pas du tout fondé. C'est vraiment fantaisiste. C'est une espèce d'intérêt.
C'est pour cette raison que personne n'a suivi le DPS sous cette réputation du Festival. La preuve, c'est qu'au moment où nous parlons, toute la communauté internationale est représentée à la cité de l'Union africaine. À commencer par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et disons les Nations Unies de son ensemble, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Union africaine, la conférence pour les mois-là, mais aussi la SADC. Ils sont tous là et ils suivent le débat en permanence. Et même dans les commissions qui sont actuellement au travail, il y a chaque fois un ou deux représentants de la communauté internationale qui suit les débats en tant que débat qui fait rapport à son organisation respective. Donc, vous comprenez que le prétexte apporté par le DPS n'est pas du tout justifié. C'était effectivement important de vous. Alors finalement, avec la création du rassemblement, et aussi l'ancien gouverneur du Katanga et tout, ils ont fait un bloc anti-dialogue, et puis bizarrement, ce sont les formations politiques qui étaient farouchement opposées au dialogue dans un premier temps, qui sont aujourd'hui avec nous dans la cité de l'Union africaine, et le DPS a été initiative aujourd'hui de se mettre à l'écart. Mais maintenant, même avec l'appui de la communauté internationale, nous estimons que l'absence de l'UDPS ne porte pas atteinte à la crédibilité des justices qui se déroulent actuellement à la cité de l'Union africaine. Parce que nous sommes en train de traiter de quelque chose qui est essentiel pour notre pays. Et puisque nous avons cette conviction, et nous avons l'appui de la communauté internationale, il y a même temps, les leaders de l'opposition qui sont actuellement à la cité de l'Union africaine ne sont pas du tout considérés négligeables. Mais aussi, ils représentent le pays, et vous regardez par exemple, l'UDPS, il y a le président du groupe parlementaire de l'UDPS et d'autres députés de l'UDPS, qui ont d'ailleurs été exclus de l'UDPS, vous vous rappelez, ces gens, ils sont actuellement avec nous. Le MLC, la moitié des députés du MLC sont avec nous au dialogue, sans compter d'autres personnalités politiques. Donc, même la communauté internationale disait que si le dialogue était inclusif à 65 à 70%, on est dans le bon, donc nous pouvons parler au nom du peuple congolais, et c'est pour ça que nous sommes en train de discuter. Alors, après tout ça, il était nécessaire de mettre sur pied un comité préparatoire. C'est pour ça que le comité préparatoire a été mis sur pied avec cette participation inclusive et nous avons élaboré une feuille de route qui a sanctionné la fin des travaux du comité préparatoire. Cette feuille de route, c'était justement une feuille de route qui guidait le processus du dialogue. Et là, c'était particulièrement la fixation de l'ordre du jour de ces assises, mais aussi le nombre de participants, un code de bonne conduite qu'il fallait adopter. Alors, concernant l'ordre du jour, parce que ça, le problème qu'il concerne. À l'ordre du jour, a été prévu d'abord l'évaluation du processus électoral dans son ensemble. Après ça, il a abordé la question du fichier électoral. Le fichier électoral est été brûlant. Après ça, il fallait aborder la question des réseaux de confiance, parce qu'il faut établir la confiance entre nous lorsqu'on veut organiser les élections. Il fallait ensuite aborder la question de la séquence électorale, qui a défrayé la chronique depuis un certain temps. Par quelle élection on devait commencer, est-ce que c'est par la locale, bien par la présidentielle. Après ça, le calendrier électoral, avant de passer justement aux autres mesures d'équité, et puis la sécurisation du processus électoral, mais aussi des personnes et des gens. Et enfin, le nerf de la guerre, quel budget électoral il nous faut et comment réunir les moyens nécessaires pour organiser les dialogues. Alors, lorsque on aura épuisé tous ces points inscrits à l'ordre du jour, nous allons maintenant conclure un accord. L'accord va porter sur quoi? Vous savez très bien maintenant, ce n'est plus un secret pour personne, les élections présidentielles qui étaient prévues pour cette année ne pourront pas être convoquées pour des raisons évidentes. D'ailleurs, la date du 19 septembre est bientôt proche, ce sera lundi prochain. En principe, le lundi prochain, on aurait pu convoquer le corps électoral. Ces élections ne peuvent pas être convoquées pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir. Par conséquent,
faut nécessairement que nous discutions de la manière de passer ce cap-là. Je vous rappelle aussi que, conformément à notre Constitution, l'article 70 de notre Constitution, il voit qu'au terme de son mandat, le chef de l'État en fonction reste en fonction justement jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc, à la fin du mois de décembre, conformément à la Constitution, le président de la République actuelle devrait rester en fonction en attendant son successeur. C'est ce qui a été prévu dans la Constitution. Alors là, nous devons voir maintenant comment le pays va être géré à partir du mois de décembre jusqu'à l'organisation des élections. Bien entendu, on aurait pu laisser les choses dans l'État, parce que nous avons pris des éléments importants qu'il faut rappeler dans la feuille de route. Nous avons adopté des principes conducteurs. Parmi les principes conducteurs, il y avait aussi l'engagement que nous avons pris de respecter la Constitution, rien que la Constitution et toute la Constitution. Ça, c'est les éléments importants qu'il fallait vous rappeler. Alors, on aurait pu respecter seulement la Constitution et continuer à gouverner le pays comme actuellement, jusqu'au moment où les élections ont eu lieu. Mais, après ce dialogue, après le fait que ces élections n'ont plus été organisées, il me semble que le plus judicieux de gérer le pays consensuellement. Alors, l'accord va porter aussi sur cette question-là. Alors, donc, l'accord qui va être conclu, c'est pas ce soir, pas demain, va porter sur ces différents points. Dans l'ordre du jour, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y avait deux points importants. C'est la question du fichier électoral. Vous savez que le fichier électoral de la vie générale, après avoir conditionné toutes les organisations internationales, mais d'abord le pouvoir organisateur d'élections dans notre pays, la CENI, et la CENI, avant de tirer les conséquences du fichier électoral, avait procédé à la consultation de toutes les organisations internationales intéressées par la question électorale de notre pays. Et c'est sur la base de toutes ces consultations que finalement la CENI a arrêté trois options. La première option pour le fichier électoral, c'était de procéder aux élections sur la base du fichier actuel, tel qu'il est, peut-être avec un petit nettoyage. La deuxième option, c'était de procéder à la révision partielle du fichier électoral. La troisième option, c'était la refonte totale du fichier électoral. Les deux premières options pour les militants avaient l'avantage de respecter les délais constitutionnels pour l'organisation des élections, c'est-à-dire à ce moment-là, le scrutin, même présidentiel, allait être convoqué le 19. Mais le désavantage, c'est que nous allions exclure près de la moitié de l'électorat à ces élections. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on évalue la population électorale dans notre pays à 41, voire 45 millions d'électeurs. Et les électeurs qui allaient être exclus, c'était 17 millions de nos compatriotes qui allaient être exclus de cette consultation électorale. Ce n'est pas normal. Et c'est constitué par qui? Les nouveaux majeurs. Jusqu'à dernièrement, on comptait 8 500 000. Aujourd'hui, on est à 10 500 000. Et puis, on ajoute les Congolais de l'étranger qui doivent participer au vote. On arrive à 17 millions d'électeurs qui allaient être exclus du processus électoral. Alors que nous avons voulu que l'élection soit inclusive et pour ne pas exclure certaines personnes à l'exercice de leur droit constitutionnel de voter, on ne pouvait pas accepter les deux premières options. Et là, visiblement, on est arrivé à la conclusion, non seulement ensemble avec la communauté internationale et la CENI, qu'il fallait procéder à la réforme totale du fichier électoral pour permettre à notre corps électoral dans sa totalité de pouvoir participer aux élections. C'est pour cette raison que d'ailleurs il y a déjà une active parce que la commission électorale avait déjà commencé son travail aujourd'hui pour un test pilote et pour voir un peu comment les choses allaient se passer, voir s'il y a un peu de problème avant d'étendre cette révision du fichier électoral sur l'ensemble du territoire. Donc là, c'est déjà une active et c'est aussi un des consensus sur lesquels nous sommes arrivés
au dialogue politique sur la cité de l'État. Le deuxième problème important sur cette question, c'était la question de la séquence électorale. À quelles élections nous devions commencer? Vous savez très bien que l'opposition a une fixation sur l'élection présidentielle. Pour eux, l'élection présidentielle, ils devaient commencer. Pour nous, nous estimons que nous devions commencer par les élections locales pour plusieurs raisons. D'abord, dans notre constitution, nous avons opté pour le régionalisme constitutionnel, c'est-à-dire une forte décentralisation dans un pays continent qu'est la RDC. La RDC ne peut pas continuer à développer depuis Kinshasa. Il faut nécessairement approcher l'administration et gouverner donc l'administration. C'est là d'autant plus que nous sommes passés des 10 provinces et la ville de Kinshasa à 25 provinces et la ville de Kinshasa. Par conséquent, il ne faut pas continuer à un système de voir des dirigeants locaux être nommés par le pouvoir central. Il fallait nécessairement que notre électorat local puisse choisir ses propres gouvernants. C'est le meilleur moyen de rapprocher l'administration des administrés. Il y a certainement des questions que vous avez. Et comme d'habitude, on commence à se plaindre du manque de débat entre nous. Je voudrais privilégier le débat, donc je n'ai pas de parole à prendre, en sachant qu'aujourd'hui, malheureusement, nous devons quitter la salle un peu plus tôt que d'habitude, parce qu'après, il y a encore une réunion du gouverneur, notre camarade André Kibouta, dans la même salle. Donc, autant prendre directement la parole, et que vous soyez le plus beau possible pour lui permettre de vous donner le plus de matière possible et que tous vous puissiez en profiter, plutôt que de faire de longs développements. On se contient comme ça? Merci beaucoup. Donc, à vous la parole. Pour la parole que vous venez de m'accorder. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de M. Jacques Mouyumba Bouboula. Je suis membre du Conseil national de notre parti. Je suis également membre cofondateur de notre cher parti politique. Camarade secrétaire général, je tiens d'abord à saluer votre initiative de pouvoir nous réunir dans ce beau cadre pour nous parler des tenants et des aboutissants de ce forum que nous appelons Dialogue national inclusif. De mon point de vue, je pense que ce dialogue avait commencé depuis le 28 novembre de l'année dernière, donc en 2015, quand il avait plu au président de la République de le convoquer solennellement. À mon avis, nos délégués ont été partout, que ce soit en Italie, à Ibiza, en Belgique, en France et à travers le monde, pour convaincre ceux qui hésitaient encore de venir participer au dialogue. Et je crois que le sénateur Chokipoundou fait partie de nos délégués qui ont été partout pour ce genre de négociations. Alors, depuis le 1er septembre, du mois en cours, date à laquelle ce dialogue a effectivement commencé, à la cité de l'Union africaine, nous avons constaté que quand toutes ces négociations s'est déroulées, la plupart des leaders politiques étaient unanimes de venir participer au dialogue. Mais quand le dialogue a effectivement commencé, ils sont absents de ce forum-là. C'est vrai, il est important ici de saluer le fait que notre ancien secrétaire général, Vital Kamerhe, ainsi que d'autres opposants, sont revenus au bon sentiment et ils participent à ce dialogue. Mais d'autres opposants, non des moindres, continuent à boycotter ce dialogue. Alors, pour être bref, comme le secrétaire général a dit, la question que j'aimerais poser, peut-être au sénateur Chokipoundou, qui est notre délégué, porte-parole de notre famille politique à ce forum, c'est celle de savoir si à ce jour, nous, de la famille politique de la majorité présidentielle, nous pouvons être fiers de dire que nous avons pu faire tout ce qu'il fallait, parce que le secrétaire général nous a appris dans cette même salle que quand nous négocions, nous devons avoir le profil bas, nous devons être des fins négociateurs, nous devons avoir des stratégies
Et d'ailleurs, le président de la République, lui qui est le garant des institutions de notre pays, le garant de la nation et du bon fonctionnement de notre pays. Vous aider à poser la question, permettre une réponse et un jeu comme ça, on anime la salle. Merci beaucoup, secrétaire général. J'aimerais juste savoir si, à ce stade, notre famille politique peut se dire être fière d'avoir convaincu pratiquement un grand nombre, parce que quand nous dialoguons, nous devons viser le plus grand nombre de gens pour participer au dialogue. Merci beaucoup. Camarade secrétaire général, et merci camarade honorable, rapporteur de notre famille politique à ces assises. Ma question est celle de savoir, parce que nous, le PPRD, personnellement, notre question c'est de savoir quels sont les mécanismes qui pourront nous permettre, nous, le PPRD, de nous pérenniser, parce que c'est cela notre tête, par rapport aux négociations à ces assises. Sénateur Cheokitungu, mais en suivant, il y aura des accords. Est-ce qu'on mettra certains articles de notre Constitution en veilleuse? Parce que, par exemple, on dit que le Premier ministre doit être de la majorité. Et à la Cité, il y a des rumeurs que le Premier ministre viendra de l'opposition. Alors, nous aimerons savoir si on mettra certains articles en veilleuse. Je vous remercie. Espérance Migabo. Ma question, je vais la poser directement au sénateur Cheokitungu. Quel élément avez-vous pour associer le président de l'IDPS au dialogue? Parce que j'ai suivi, depuis que vous avez commencé, vous avez brossé même l'historique de l'histoire. Mais à ce que moi je sache, depuis que le chef de l'État a pris son pouvoir, il n'a jamais cessé d'étendre sa main vers ses patriotes congolais. Mais depuis, le monsieur n'a jamais répondu positivement. Alors, je ne sais pas, quels sont les éléments que vous avez pour changer le Messie aujourd'hui et l'amener à dialoguer avec le peuple congolais. Ma deuxième question est de savoir, peut-être à l'extérieur de la question, nous sommes en dialogue aujourd'hui, mais il y a, je ne sais pas, je voulais aussi me rassurer, si le sénateur peut nous rassurer de cette question, parce que cette question est en train de préoccuper les Congolais et les Congolaises. Ma question est de savoir, il y a aujourd'hui, selon, parce que je n'ai pas assez d'éléments, selon le rumeur, il y a 2 bateaux qui sont maintenant au Congo-Brazzaville avec une seule mission d'attenter à la vie du chef de l'État. Et vous au courant, qu'est-ce que vous dites au peuple congolais? Merci. C'est le camarade Lambert Moukoura. En fait, après le développement fait par le camarade Cheokitungu, mais cette étude reste. Elle repose sur 2 points importants. Le premier point, la Constitution est rien que la Constitution, le respect. Or, quand nous regardons dans le processus électoral, tant que le scrutin restera le même, c'est-à-dire le président de la République, élu au suffrage universel direct, nous n'aurions presque rien résolu, puisque c'est là où est la contestation au niveau de la bipolarité. Je ne sais pas s'il a envisagé quelque chose dans ce sens, et si quelque chose s'enfonce dans ce sens, ça voudrait dire qu'on va toucher la Constitution. Voilà, c'est ma pleine inquiétude, j'interviens. Avez-vous préconisé au regard et après mandat des institutions issues des élections, hormis celles
du président de la République? Y aura-t-il un autre gouvernement avec d'autres dans? Merci. Effectivement, ça relève du président de la République qui choisit le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Donc, pour l'instant, on va signer l'accord, mais il n'est pas encore sûr que le Premier ministre va provenir de l'opposition. Parce que si le Premier ministre provient de l'opposition, il y aura un problème, on va heurter la Constitution. Donc là, il faut, pour l'instant, je crois qu'il y a des supputations. Le fichier électoral, vous ne pouvez pas élaborer le calendrier. Donc c'est aussi une étape. Et cette question de l'élaboration du calendrier, elle vient à la CENI. Il appartiendra donc à la CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections, de nous proposer des calendriers qui doivent être acceptés par les acteurs politiques et même la société civile. C'est ça le principe. Mais donc pour l'instant, je pense que ce soir-là et demain, donc, avant que le dialogue ne soit clôturé, je ne pense pas du tout qu'on aura le calendrier. Il y aura des recommandations qui sont faites, il y aura des recommandations qui sont adressées à la CENI, et notamment en ce qui concerne l'élaboration du calendrier électoral. Et comme je l'ai dit, ce calendrier ne pourra être élaboré que sur la base de l'élaboration, de la révision du fichier électoral dont le processus n'est pas encore terminé. Il y a aussi la question financière aussi qui va intervenir. Bon, je ne pense pas que l'accord aujourd'hui va porter sur l'élaboration du calendrier, à moins de renvoyer, comme j'ai dit tout à l'heure, au pouvoir organisateur le soin de pouvoir nous faire des propositions dans ce sens. Alors, la position du président de la République. Bon, je crois que tout le monde, il y a eu beaucoup de gens qui ont voté sur ce plan-là. Pour l'instant, nous n'avons aucun intérêt à connaître la position du chef de l'État pour l'instant. Et encore une fois, beaucoup de gens disent, mais quel sera le candidat de remplacement? Le problème n'est pas encore à l'ordre du jour. Chaque chose en son temps. Quand on saura, par exemple, que le calendrier est publié, toutes les choses sont prêtes pour que les élections se tiennent, alors en ce moment-là, le parti se déterminera quant à la manière dont il va se positionner par rapport aux prochaines élections. Donc, ne soyez pas pressés, mais chaque chose a son temps. Alors, M. Perriello, je crois qu'on a, peut-être qu'il a fait allusion à la rencontre entre le secrétaire général et Perriello, peut-être que le secrétaire général qui doit répondre à cette question. Bon, mais Perriello, bon, il rencontre tout le monde dans le secrétaire général. Moi-même, je vais le recevoir demain dans la matinée. C'est un envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs. C'est un monsieur qui a un comportement un peu bizarre. Cette fois-ci, je crois qu'il a mis un peu beaucoup d'eau dans son bain, parce qu'il ne s'exprime plus comme il faisait auparavant. Je crois que les remarques que nous avons faites à la représentation diplomatique des États-Unis ici ont porté leurs fruits, parce que nous ne pouvons pas, en aucun cas, permettre qu'un simple diplomate comme l'envoyé spécial vienne se comporter ici comme un pays conquis. Ce n'est pas normal. Donc on a fait comprendre effectivement aux États-Unis, et vous l'avez vu, je crois que cette fois-ci, il est très discret. Je ne pense pas qu'il fasse encore des déclarations comme il faisait avant. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'envoyés des Grands Lacs. Actuellement, chaque pays a même son envoyé pour les Grands Lacs. Donc tout le monde est intéressé à la question congolaise. Donc ils suivent de très près cette affaire du dialogue. Et d'ailleurs, il devait partir cette semaine. Il a prolongé son séjour lorsqu'il a appris que le dialogue peut se clôturer demain. Il attend de voir les résultats du dialogue avant de partir. Mais demain, moi aussi je vais le rencontrer, peut-être au café politique prochainement. On fera le compte rendu de nos entretiens. Alors, l'acte constitutionnel des transitions. Le PPRD n'a aucun intérêt dans ce sens. Je crois que l'intérêt du PPRD, c'est de rester dans les cadres constitutionnels. Particulièrement par alors, ça va toi? Tu es la terre na pour tout on est dans le prince. Voilà.
Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Il y a des enfants d'abord, les femmes d'abord. Ça va? Oui, s'il vous plaît, c'est là.